Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle Télème de l'Université de Tours. Merci aux organisateurs de cette 19e rencontre des François Rabelais, qui, donc, comme vous le savez, puisque vous avez assisté pour la plupart, j'espère, à la table ronde précédente qui réunit donc médias et gastronomie. Et si la table ronde précédente associait énormément, enfin majoritairement, voire exclusivement des journalistes spécialisés, nous allons cette fois-ci, dans cette table ronde numéro 2, donner la parole de l'autre côté, je dirais, de ceux qui, les opérateurs et les acteurs. Alors, vous le savez, site remarquable du goût, vallée de la gastronomie, région européenne de la gastronomie, Gastronomade à Angoulême, ça a été évoqué, c'est dans 15 jours, Lot of Saveur à Cahors, Saveur et Savoir récemment à Uzès, et François-Régis Gaudry, président de cette édition, avait là aussi été présent à Uzès, Championnat du monde des cuisines du monde à Saint-Denis, Cité du vin à Bordeaux, Cité internationale de la gastronomie à Dijon, de la gastronomie et du vin, devrais-je préciser, Cité de la gastronomie à Lyon, à Paris-Rungis et évidemment également à Tours. Nous y reviendrons, vous en doutez. Pour ma part, je suis Pierre Saner, je dirige depuis sa création la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, qui est l'organisme qui a porté et obtenu l'inscription du repas gastronomique des Français à l'UNESCO en 2010. Et aujourd'hui, nous assurons la coordination et la mise en œuvre du plan de gestion ou des mesures dites de sauvegarde, dont le réseau des cités de la gastronomie. Donc on le constate depuis plusieurs années déjà. Pour ce qui est du site remarquable du goût dont je parlais en introduction, ça fait 30 ans, c'était en 1994 avec un concept créé par les ministères de la Culture, de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Environnement. Donc on constate les collectivités territoriales, les villes, les métropoles, les conseils départementaux, les pays parfois, où les conseils régionaux rivalisent d'inventivité et aussi parfois d'audace lexicale, je ne reviens pas sur Lot of Saveur à Cahors, pour faire de leur territoire une véritable destination gourmande, pour faire de leur terroir un levier à même d'attirer des touristes, qu'ils soient français, et puis faire en sorte qu'ils reviennent, ou qu'ils viennent de plus loin, et parfois même de très très loin, pour s'assurer de prolonger le plus longtemps possible leur séjour. Donc comment vanter en direction du plus grand nombre la vitalité des patrimoines culinaires, comment souligner la diversité d'une offre de restauration que l'on souhaite bonne et juste pour tous, comment promouvoir donc les terroirs, je l'ai dit, mais également les paysages viticoles, et comment mettre en avant en fait toutes celles et tous ceux qui au quotidien font notre gastronomie, c'est-à-dire cet art du bien manger et du bien boire. La concurrence est rude, si bien que les services de communication relèvent de très précieux outils, et les médias indépendants, on l'a vu précédemment dans la table ronde qui était juste avant nous, sont très sollicités. Quelle priorité pour les collectivités territoriales? Faut-il privilégier la PQR, cette presse quotidienne régionale, ou Instagram? Faut-il externaliser les services de communication ou au contraire faire tout soi-même? Créer le buzz, on en a parlé, ou alors favoriser le débat, la discussion, une meilleure connaissance. Et comme le déclarait il y a 60 ans le chercheur canadien, on ne peut pas parler de médias sans parler de Marshall McLuhan, si le médium est le message, alors on peut légitimement interroger, c'est ce que nous allons faire, les relations que nous, les collectivités, avec les médias, et oser demander, ici aussi, s'il n'y a pas matière à s'émouvoir de possibles liaisons dangereuses. Pour nous aider à saisir ces enjeux et à découvrir l'élaboration de stratégies spécifiques, nous avons la chance, et je pense surtout le plaisir et l'honneur d'accueillir ce matin 4 acteurs, 4 personnalités qui œuvrent, chacun à sa manière et dans son territoire, au rayonnement de ces espaces géographiques et humains. Donc après le volet média, voici donc le volet, si je puis dire, la face acteur et opérateur de la gastronomie, avec donc à ma gauche Alice Vanneroy, qui est la première adjointe au maire de Tours et déléguée à la politique alimentaire et à la Cité internationale de la gastronomie de Tours. François Deseille, qui est adjoint également au maire de Dijon, en charge des finances et de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, donc à Dijon.
Virginie Rivin, vous connaissez bien Tours, je ne vais pas y revenir, même si on en a parlé un petit peu, vous avez à un moment donné dirigé l'Office du tourisme ici, et vous êtes aujourd'hui directrice dans un autre territoire qui nous rapproche de la Nouvelle-Aquitaine, qui est donc l'Office du tourisme de Rochefort-Océan. Enfin, Philippe Massol, vous êtes le directeur général de la Cité du Vin de Bordeaux. Et à tous, bon, je remercie d'être là et de pouvoir comme ça lancer les débats. Et je commencerai par le Sud et peut-être par vous, Philippe, pour savoir d'où on parle. Évidemment, j'ai fait cette présentation, mais elle est extrêmement succincte. Et je pense qu'il est important aussi de préciser à la fois les espaces géographiques, mais aussi les projets, les équipements culturels qui vont être évoqués là, et puis de définir donc, ces stratégies en direction des médias. Donc la Cité du Vin, peut-être, est-ce que l'on peut revenir un peu sur la genèse de cet équipement qui est né maintenant il y a en mai 2016, si j'ai bonne mémoire, et comment est-ce né, et je vous laisse la parole, Philippe. Alors merci, donc je vais faire très vite parce que ça a été une longue histoire. En 2008, élection municipale, Alain Juppé, dans son projet, mais également son concurrent A, de faire à Bordeaux un centre culturel du vin. C'est une vieille idée d'une quinzaine d'années à Bordeaux, mais à l'époque, Bordeaux était assez noire, assez grise. Il n'était pas prêt, à mon avis, à accueillir ce type de projet. Donc 2008, cette idée, Alain Juppé est élu, il va mettre dans son équipe une femme du monde du vin qui s'appelle Sylvie Caz. Et puis voilà, pendant un an, il y a une idée, mais voilà. Et puis après, la route de Sylvie Caz croise la mienne. Moi, je venais du Futuroscope et d'un cabinet d'ingénierie. Elle me parle de l'idée. On rencontre Alain Juppé, et puis le projet démarre. Donc, avec à la fois une volonté très ambitieuse, parce qu'effectivement, la ville avait été métamorphosée et elle était prête, c'était devenu vraiment un écrin pour quelque chose de beau. Donc ambitieux, pas prétentieux, mais événementiel. Donc ça veut dire que ce n'était pas un projet auto-centré, mais réellement un projet qui allait amener nos visiteurs à la découverte de ce vin en tant que patrimoine mondial et pas uniquement, évidemment, bordelais. Et surtout un lieu accessible à tous, ce qui veut dire imaginer beaucoup de portes d'entrée. Donc c'était un peu le point de départ. Et puis ensuite, je dirais un projet qui a duré 7 ans, hein, entre la page blanche et puis l'ouverture. Donc c'était assez vite par rapport à un projet porté par une collectivité. Un mot sur la gouvernance aujourd'hui ? Ah oui, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, à l'époque, Alain Juppé politiquement est quand même assez isolé de ses cofinanceurs, de ses autres cofinanceurs publics, donc ils vont l'aider, mais ils vont pas aller jusqu'au bout, et donc il manquait effectivement beaucoup d'argent pour faire le projet. Et à l'époque, on se dit, effectivement, le vin, c'est des gens dans le monde entier qui aiment le vin, qui sont riches, qui aiment aussi le vin de Bordeaux, donc on va aller chercher des mécènes dans ce sens-là. On a trouvé des mécènes parce qu'on a levé 21 millions d'euros pour cofinancer la construction et lancer ensuite la fondation. Sauf qu'on s'était trompé, les mécènes, ça n'a été que des mécènes territoriaux. Donc c'est 140 entreprises effectivement qui ont soutenu le projet, mais qui avaient une raison de soutenir un projet à Bordeaux. Et donc financé par du mécénat, entreprise qui dit fiscalisée, effectivement la loi française nous a contraints, et c'est une bonne chose, à ce que la finalité soit financée soit à but non lucratif, d'où la création d'une fondation reconnue d'utilité publique. Je ne vous cache pas qu'en fin 2014, on obtient le décret, on fait un grand ouf, parce qu'on était quand même assez persuadé qu'en France, compte tenu de la puissance des lobbies anti-alcool et anti-vin en particulier, on n'allait pas accepter que la dimension culturelle du vin puisse être considérée comme d'utilité publique. Et pourtant, vous êtes arrivé, bravo. Virginie Rivin, je remonte, vous avez partagé du sud, un peu vers Rochefort. Comme je l'ai dit précédemment, c'est l'Office du tourisme, sont des activités que vous connaissez. Parlez-nous un petit peu de Rochefort, de Rochefort-Océan, des différents lieux, et peut-être de l'existant, avant de développer, de l'existant gourmand que l'on peut trouver à Rochefort.
Alors, la destination Rochefort-Océan se trouve à l'estuaire de la Charente. Donc, c'est un territoire de 25 communes qui s'articule donc autour des méandres de la Charente, puisque Louis XIV a décidé en 1666 d'y construire le plus grand arsenal de France, de par sa position géographique. Et cette position géographique de la ville de Rochefort, elle va conditionner toute son histoire et toute sa culture, et aujourd'hui toute la qualité de son environnement. Le territoire a été labellisé en 2020 Grand Site de France sur l'estuaire de la Charente Arsenal maritime. Donc c'est un territoire qui se compose également d'une partie d'îles. On a 2 îles de part et d'autre de l'estuaire de la Charente qui sont l'île d'Aix et l'île Madame. Des pôles touristiques un peu reconnus comme la station de tourisme de Fourras-les-Bains, le village de pêcheurs de Port-des-Barques. Et puis, nous avons 3 réserves naturelles sur le territoire. Le siège national de la Ligue de protection des oiseaux est à Rochefort. Le siège national du Conservatoire du littoral est à Rochefort. Et il y a un travail vraiment de valorisation et de protection du territoire qui est engagé depuis plus de 20 ans, puisque à l'origine de ce classement Grand Site de France, il y avait un désir de faire classer la destination au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ce n'a pas été le cas, mais tous les travaux menés autour du patrimoine, de la culture et de l'environnement ont été évidemment réunis pour créer cette dynamique Grand Site de France. Et puis, il y a un projet de parc naturel régional et également sur une partie du territoire, un 2e projet de grand site avec le marais de Brouage-Oléron. Vous dire cela pour poser un cadre qui a une conséquence évidente sur la nature de ce qu'on peut consommer sur notre territoire et l'importance de relier nos visiteurs avec cet environnement, ces productions faites par les hommes mais faites également par notre belle nature. Voilà, donc ça fait 3 ans maintenant que j'ai pris la direction de cette destination qui regorge d'un fabuleux potentiel. Nous, les questions que l'on se pose sont très en lien avec nos productions locales. On a aussi la chance, derrière cette dynamique collective, d'avoir des transformateurs, des producteurs, et puis le souhait de maintenir nos marchés. Nous avons des marchés très réguliers à Rochefort, mais à Fourrin, tous les jours que l'année fait. Donc c'est quand même 365 jours par an, c'est quand même assez exceptionnel. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre. En tout cas, comme présentation, c'est assez alléchant. Merci beaucoup, et on le situe parfaitement sur la carte. Alors, je vais suivre plutôt la géographie et pas l'ordre. Donc, je vais remonter désormais vers cette belle ville de Tours qui nous accueille, en rappelant aussi que puisqu'on vous avez évoqué l'UNESCO, la ville de Tours bénéficie de plusieurs inscriptions au titre de l'UNESCO, notamment son paysage ligérien au patrimoine mondial, le compagnonnage également avec un très beau musée pour ceux qui resteront, qui ont la possibilité, et évidemment le repas gastronomique des Français, puisque je le rappelle, c'est d'ici qu'est partie cette belle aventure en 2006, lorsque la France a ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Mais Alice Van Roy, donc vous êtes en charge non seulement de la Cité internationale de la gastronomie de Tours, mais également de la politique alimentaire. Est-ce qu'on peut dresser un peu un paysage des enjeux gastronomiques et alimentaires, mais pour moi ils sont communs, et de l'engagement de la ville de Tours dans ce sens? Oui, merci. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez d'évoquer. C'est vrai que moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui partent de la Touraine, souvent. Et puis après, on n'arrive pas à capitaliser complètement dessus. Et c'est peut-être notre défaut à nous, Tourangeaux. Je le dis d'autant plus facilement que je suis tourangelle uniquement d'adoption. Mais c'est un territoire dans lequel je crois que le rôle du politique, c'est pas vraiment de dire à la gastronomie ce qu'elle doit être ou ce qu'elle doit faire, mais c'est d'incarner
d'incarner une certaine forme de gastronomie et d'alimentation et de promouvoir un message. Je crois que c'est le rôle du politique, et on voit que le politique, il est très important dans ce qu'il veut imprimer sur le territoire. On avait l'exemple à Bordeaux où on a beaucoup entendu parler d'Alain Juppé, donc preuve que c'est un projet territoire qui est porté aussi par une envie d'un ou de plusieurs individus. Et je crois qu'à Tours, ce qu'on a eu envie de faire depuis le début du mandat, c'est de s'inscrire aussi dans une tradition historique que j'ai répétée et qui a déjà été dit plusieurs fois depuis ce matin, qui est la vision du jardin de la France, qui est aussi une image très portée par le Conseil régional, parce qu'on est région des Châteaux de la Loire avec des jardins extraordinaires, mais aussi le jardin de la France dans sa dimension vivrière alimentaire. Et ce jardin qui est créateur de végétal dans toute sa diversité, sa richesse. Donc c'est vraiment là-dessus, je crois, qu'on a voulu insister depuis le début du mandat et qu'on veut décliner. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent, il y a la Villa Rabelais qui est un bâtiment extraordinaire en centre-ville. Là, on est en train de refaire le jardin attenant pour lui donner cette coloration de jardin aromatique, vivrier et en miroir de la Villa Rabelais. Il y a des points de restauration qui sont ouverts dans les différents jardins de la ville aussi pour pouvoir lier l'expérience du jardin, de la nature et puis une expérience alimentaire gastronomique. Donc il y a une vraie volonté d'aller là-dedans, qu'on décline aussi après sur toutes les politiques publiques de l'alimentation de la ville. Je pense en particulier aux cantines parce que c'est un gros sujet quand on est dans une ville, de nourrir les enfants, et on travaille beaucoup sur le végétal dans l'assiette et sur l'ensemble des régimes alimentaires avec notamment le régime végétarien. Voilà. C'est simplement pour dire que ça ne réduit pas la gastronomie locale, mais la volonté de la ville et la place du politique, c'est d'aller plus loin et en tout cas d'affirmer une identité et de décliner après les politiques publiques autour de cela. Et nous, c'est cette orientation-là qui est à la fois historique, paysagère et alimentaire sur laquelle on travaille. Merci. Donc le politique, je pense, sur le projet de Dijon était aussi au cœur, et probablement que si aujourd'hui cette magnifique cité internationale de gastronomie et du vin a pu voir le jour il y a maintenant un an et demi, ça tient aussi à la force du maire, et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir l'adjoint au maire en charge des finances et de la cité de la gastronomie, François Dessay. Est-ce que vous pouvez nous revenir là aussi sur la genèse, l'emplacement? Tout le monde n'a peut-être pas encore visité, et avant de rentrer dans le cœur du sujet, je pense que encore une fois c'était important de bien préciser d'où on parle et quelles ont été les différentes étapes pour faire éclore cette cité. Alors c'est vrai que nous, chronologiquement, on a eu la chance que toutes les planètes s'alignent, c'est-à-dire qu'il y a eu le repas gastronomique qui a été classé. Nous, Dijon, nous avons été retenus après appel candidature, et donc on avait la chance d'avoir un hôpital qui allait en plein centre-ville, un hôpital qui datait de 1204, oui, donc c'était pas récent, qui allait fermer pour aller en périphérie de la ville. Et on s'était dit qu'est-ce qu'on va en faire, et on a profité de ce classement et de dire bon, on va mettre un espace pour défendre le repas gastronomique des Français, pour nous autour du vin, avec une thématique spécifique. Donc sur 5,5 hectares, il y a un écoquartier qui représente la moitié, et l'autre partie, c'est un espace, un équipement culturel porté par la ville, avec une exposition temporaire qui va changer d'ailleurs en décembre. Après 1 an et demi, nous avions sur la pâtisserie française qui avait été parrainée par Pierre Hermé. Et là maintenant, ça va être une deuxième exposition temporaire. On essaye de changer tous les ans. Ça sera sur « Et si on allait au resto ?» pour expliquer les différentes évolutions du restaurant depuis la création des premiers restaurants en France, et de 3 espaces d'exposition permanentes, notamment dans une chapelle qui explique les climats. Alors les climats, quand on parle de climat en Bourgogne, si vous ne savez pas, c'est Bernard Pivot qui en avait parlé, c'est on ne regarde pas le ciel, mais on regarde ses pieds, parce que les climats, ce sont les différentes parcelles façonnées des Romains par les moines de Cîteaux et après, et les différents vignerons, et qui expliquent les différences par le même cépage, différents vins, différentes appellations qui permettent de rendre ces vins assez extraordinaires et qui ont été classés au patrimoine aussi de l'UNESCO. Donc ces 2 labels, nous les défendons au sein de cette Cité internationale de la gastronomie et du vin. Nous avons
mis des équipements uniquement dédiés à la gastronomie. Une poissonnerie, une boucherie, des légumes. Nous avons une cave à vin, bien sûr bien moindre que la Cité des Vins de Bordeaux, mais en tout cas c'est la plus grande cave à vin au monde actuellement pour délivrer des vins au verre. Et nous avons 3000 références de vins, et c'est vrai que c'est l'effet waouh de cette cité, où les gens aiment bien aller voir là-bas, parce que vous avez 1000 vins de Bourgogne, 1000 références de vins de Bourgogne, 1000 références de vins de France, et 1000 avec des vins d'ici, des vins de Bordeaux, etc., de toute la France, et 1000 références de vins du monde. Et donc tout cela, c'est un parcours qui est destiné, mais bien sûr pas le vin, mais destiné aux scolaires, destiné aux touristes. Et c'est vraiment, pour l'instant, nous en sommes dans la partie purement culturelle à 250 000 visiteurs annuels. Et sur l'ensemble du site, nous en sommes là aujourd'hui à 1,6 million visiteurs depuis l'inauguration qui a eu lieu le 6 mai 2022. Avec, c'est vrai, qu'une grosse fréquentation chaque week-end. Parce que là, ça rejoindra les médias, les réseaux sociaux. Notre slogan, c'est « Il se passe toujours quelque chose à la Cité de la gastronomie ». Parce que c'est vrai que pour créer du flux, il faut créer des événements. Et on est obligé à chaque fois de passer par les médias nationaux, les médias locaux, la PQR. Enfin, on en reparlera. C'est le thème de cette réunion, de cette table ronde. Et puis les réseaux sociaux. Merci. J'espère que j'ai pas été. Il y a aussi l'école Ferrandi, il y a aussi un lieu de transmission. Bien sûr, j'ai oublié, il y a plein de choses, mais il y a l'école Ferrandi qui nous a fait l'honneur de venir s'installer à Dijon avec donc des formations diplômantes sous forme de stage, ou alors ils veulent l'année prochaine organiser d'autres formations dès l'année, parce qu'ils ont quand même eu quelques soucis avec le Covid, parce qu'ils travaillaient beaucoup avec les Chinois, beaucoup avec les étudiants chinois, avec les étudiants russes. Alors je ne dis pas la crise en Ukraine, ce que ça a provoqué, donc tout le système a été repensé, et donc dès l'année prochaine, il y aura d'autres formations qui vont arriver par rapport à ce qui était prévu au départ. Et Ferrandi donc, est là, bien présent, sur 2 étages, un étage cuisine, un étage pâtisserie. Et depuis maintenant quelques semaines, et ça j'en suis très heureux, ils ont délivré des formations de 3-4 heures pour monsieur et madame tout le monde, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire 6 mois de formation chez Ferrandi, voire 1 an. Donc là maintenant c'est 3-4 heures de formation par Ferrandi, et ça marche très bien. Il y a un vrai succès pour tous les habitants du coin qui veulent faire des formations par Ferrandi. On va revenir sur les inaugurations, parce que, alors certes c'était en 2016, maintenant ça fait un petit peu de temps, néanmoins c'est des stratégies spécifiques, c'est-à-dire que le bâtiment est attendu, je parle à Bordeaux, pardon, je suis retourné à Bordeaux, le bâtiment est attendu, l'équipement est attendu, et ces stratégies de communication, et donc quel rapport l'on a au moment de l'inauguration avec les médias, qui j'imagine va évoluer. Et là aussi, alors bon, peut-être que la réponse est dans la question, est-ce qu'on privilégie PQR, presse nationale, presse internationale, presse professionnelle, ou on touche à tout dans son ensemble? Juste avant de répondre, en fait la communication, moi je l'ai démarré au tout début du projet. C'est-à-dire que la première personne que j'ai recrutée quand on démarre le projet, c'était quelqu'un en stage pour s'occuper de la communication et pour faire en sorte que... parce qu'il y avait une tentative plusieurs années auparavant qui avait échoué d'une délégation de service public. Et donc l'idée c'était on va communiquer dès le début en disant que ce projet il va se faire. Donc on était convaincus. Et donc, on commence par ça dès 2009, en fin de compte. Et on a communiqué tout le long, jusqu'effectivement au jour de l'inauguration. Alors, le jour de l'inauguration, la chance qu'on a, mais bon, je pense que c'est pareil avec la Bourgogne, c'est qu'on est une ville et une région avec une telle notoriété au niveau de la planète quand on parle du vin, que déjà tous les médias vins, on n'a pas eu besoin de les faire venir, ils sont venus. Et donc, ils attendaient cette cité. Et donc là, on a eu une couverture qui s'est tout de suite faite au niveau international. Ensuite, il y a eu tous les relais des médias plus classiques. Et c'est vrai que le vin, la ville de Bordeaux, Alain Juppé, forcément, moi j'avais côtoyé pendant une dizaine d'années avant René Monory au Futuroscope, c'est pareil. Je veux dire, ce sont des hommes ou des femmes qui à eux seuls sont des outils de communication. René Monory, ça a toujours été le meilleur véhicule de communication du Futuroscope quand il était président du Sénat, par exemple. Donc là, c'était la même chose. Donc, un projet très attendu, une construction qui s'est faite pendant 3 ans. Donc c'est sûr que
le point de départ, on n'a eu aucun effort à faire effectivement pour que la communication, je dirais surtout faite par les relations presse, ça a quand même été ça notre point de départ, soit vraiment l'élément qu'on a le plus privilégié. Et on a eu j'ai plus en tête les retombées, mais elles ont été extrêmement importantes. Souvent, la presse quotidienne régionale est associée étroitement. Là, c'est Sud-Ouest. Alors, oui, c'est Sud-Ouest. De mémoire, ouais. Ouais, c'est Sud-Ouest qui a été un partenaire dès le départ. C'est-à-dire que on sait aussi que c'est souvent donnant-donnant. Hein, donc, même si les journalistes sont... Évidemment. Hein, évidemment. Donc là, en l'occurrence, on avait demandé à Sud-Ouest Édition de nous réaliser un très bel ouvrage sur la Cité du Vin en 8 langues. Voilà, on avait un supplément beaucoup plus léger fait avec Sud-Ouest. Et c'est vrai que Sud-Ouest, du coup, dès qu'on a démarré le projet 7 ans avant, comme en plus il y avait vraiment une direction du journal qui croyait dans ce projet, a toujours parfaitement bien communiqué à nos côtés. D'ailleurs, que ce soit Sud-Ouest ou France 3, qui sont effectivement les deux grands médias, on les a toujours eu avec nous et on les a toujours avec nous d'ailleurs. On verra d'ailleurs que la télévision, finalement, si elle a été décriée tout à l'heure, pas décriée, mais dont l'affaiblissement a été constaté dans la table ronde précédente, peut-être qu'en région, elle reste quand même incontournable et très présente. François, parce que tu as aussi... alors, il y a un autre micro, ceci dit, hein, vous pouvez, mais c'est vrai qu'il est plus pratique. Vous avez aussi été confronté donc, à cette inauguration, ce moment fort de l'inauguration. Là, c'était donc en mai 2022. Oui, là, j'allais dire, ça s'est très bien passé parce qu'on avait mis le paquet au niveau du financement, on va dire, c'est ça, hein, la communication. Et c'est vrai que les retombées au niveau surtout international ont été formidables. On a eu les couvertures, on a eu quand même par le Times, aux États-Unis, des hebdomadaires qui ont mis Dijon. C'était même un peu pompeux quand même, une des 10 destinations à voir dans le monde. Donc on était contents, on était fiers. Enfin, c'était bon, c'est bien. Il y a Tours, il y a Bordeaux aussi. Hein. Mais en tout cas, c'était vraiment Rochefort. Et c'est vraiment c'est important. Mais ça a été surprenant. Oui, je fais un peu de politique là quand même. Et non. Bah, c'est vrai que c'était surprenant de voir cela. Mais c'est vrai que la communication au niveau national et pour l'international a été très forte. Là maintenant, c'est vrai qu'on s'appuie sur des boîtes de communication. Je salue la personne qui s'occupe de notre relation en communication aux 3Com Média pour ne pas la citer, et qui travaille avec nous, avec la ville de Dijon, avec les partenaires, parce que le but pour nous maintenant, c'est de maîtriser la relation avec la presse pour pas que ça parte dans tous les sens, parce qu'on a des opérateurs privés, on a nous publics, Ferrandi, enfin ils ont leur propre, ils fonctionnent un peu à part, on va dire. On a aussi un gros cinéma qui est dans cette cité pour attirer le flux toute l'année, qui a sa propre communication. Donc le but, c'est de faire une communication qui est assez homogène et de maîtriser. Des sociétés comme 3Com Média nous aident beaucoup à cela. Mais ce qui est important de voir, c'est que nous, tous les échelons sont importants. La presse nationale et pour l'international, c'est important. La PQR, c'est important. Et la presse spécialisée, ça c'est génial pour nous parce qu'ils sont hyper pros, ils posent les bonnes questions, ils s'intéressent vraiment au projet. Où ça peut être dangereux, je dirais, c'est parfois les médias généralistes avec des journalistes qui viennent ayant déjà, on l'a vécu très récemment sur un média télévisuel de très grande ampleur, qui est le journalisme, malheureusement j'étais pas là ce jour-là, est venu et a fait un reportage catastrophique en amenant des chiffres complètement faux. Et c'est passé au journal de 20h. Et c'était parce qu'il voulait se faire les 4 cités. Il est passé par Dijon pour se faire les 4 cités en disant que ça ne marche pas, etc. Alors ce qui est absolument faux. Mais malheureusement, ce journaliste, je l'ai eu 3 jours après au téléphone. Je lui ai demandé son raisonnement chiffré. Il était incapable de me le dire. Et après, il a reconnu qu'il avait fait des erreurs, mais c'est passé au journal de TF1 à 20h, si vous voulez. Donc c'est quand même compliqué parfois de gérer cela. Et c'est dommage d'avoir des journalistes qui, pour moi, ne sont pas tous férus de chiffres et qui sortent n'importe quoi à charge et qui ne réalisent pas du tout ce qu'ils disent, quoi. Je précise tout de suite que ce n'est pas du tout le cas dans cette salle, ni dans parmi les invités de ces rencontres François Rabelais. Non, je ne dis pas ça. Dans 99% des cas, ça se passe bien. Mais là, il y a une personne qui a raconté et après, il a reconnu qu'il n'avait pas de chiffres véritablement. La question, comment et c'est là réagit ? que la politique rentre en jeu parce que finalement, il a interrogé un opposant politique de la ville qui lui a sorti des choses. Il a retenu que ça, quoi. Et malheureusement, voilà.
Donc il n'y a pas eu de mise en place d'une cellule de crise pour autant. C'est pas. J'imagine que dans tout ce qui se passe, on n'a pas tous les articles que l'on souhaite ou tous les reportages. Après, on retravaille sur la PQR, on retravaille sur la presse spécialisée. Après, de demander à un média comme TF1 de faire un correctif, ils ne veulent pas, quoi. C'est même pas la peine d'envisager. Est-ce que c'est pas contre-productif par ailleurs parfois ? Peut-être. En tout cas, nous, on retravaille sur les médias PQR, sur les réseaux, sur beaucoup de réseaux. Et tout à l'heure, il y avait la rédactrice en chef de Fooding qui parlait de la même exigence médias, réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance. Je prendrai l'exemple d'une cellule commerciale autour du poisson dans cette site international qui avait du mal à décoller. Puis après, un jour, ils ont commencé à se lancer sur Instagram. Il y a eu jusqu'à 2 millions de vues un moment sur un post Instagram. Et depuis, ça a complètement décollé l'activité de cette cellule. Et les gens de Dijon viennent faire leurs courses maintenant dans cette cellule. C'est devenu un lieu de destination qui a amené du flux. Donc là, merci, je ne dirais pas le contraire, mais les réseaux sociaux, merci. C'est un peu toute la définition et la problématique entre l'information et la communication. Et de savoir, effectivement, au sein des collectivités, au sein des villes, qui s'occupe de cela. Par exemple, comment distingue-t-on à Tours entre les services de communication spécifiques de la ville, l'accompagnement des différents événements ou des principaux événements qui, en matière de gastronomie, contribuent au rayonnement de la ville ? Bon, alors à la ville, on a quand même les moyens, sur une collectivité de la taille de Tours, on a à la fois un service communication qui va faire, je les ai apportés, mais de l'information très institutionnelle, c'est-à-dire le média Tour Magazine, les médias aussi de la métropole qui vont relayer un certain nombre d'informations de façon assez factuel, mais pour donner à voir ce qui se passe sur le territoire et dans la ville. Et puis après, on a des partenariats, on va dire une relation avec l'ensemble de la presse locale. Et alors à Tours, on a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de correspondants de presse nationale, du fait de la proximité de Paris. On sait qu'on a beaucoup de correspondants, et ça doit être aussi un peu le cas à Dijon, sur ces villes qui sont à 1 heure de TGV, grosso modo, de la capitale. Donc on a aussi une facilité des fois à avoir des relations avec, ou en tout cas à rentrer en contact avec certains journalistes de presse nationale parce qu'ils sont sur le territoire et donc s'ils ont une illustration à faire pour un sujet national, ils vont pouvoir profiter de l'exemple tourangeau. Mais nous, on va beaucoup s'appuyer, nous les élus et puis les équipes de la ville, sur l'attaché de presse de la ville qui lui a aussi ses connexions et ses réseaux. Et puis chaque événement, il va être porté des fois par la ville, mais des fois par des partenaires privilégiés. Je pense typiquement les rencontres François Rabelais aujourd'hui, ce n'est pas un événement qui est porté par la ville, c'est porté par l'IEHCA avec un certain nombre d'acteurs qui l'accompagnent. Donc l'IEHCA a ses propres réseaux, ses propres façons de communiquer. Et nous, des fois, on va être aussi facilitateurs en mettant sur nos réseaux sociaux de la ville et puis dans nos médias plus traditionnels, dans nos supports de communication plus traditionnels, l'information, être relais d'information. Voilà, moi, je le vois comme ça. C'est vrai aussi pour des têtes d'affiche gastronomiques locales ou en tout cas des restaurateurs qui s'installent, qui ont un profil particulier qu'on veut mettre en avant. On va essayer de faciliter leur visibilité, leur entrée sur le territoire. Et pour moi, c'est là notre rôle à nous, c'est d'être vraiment dans le maillage, dans la couture, dans le réseau et dans la mise en avant en ayant une force de frappe que n'ont pas tous les opérateurs du territoire d'un point de vue alimentaire et gastronomique. Donc ça veut dire que Tour Magazine reste, bien que traditionnel, un outil et un levier important d'information auprès de tous les administrés de la ville de Tours. Oui, c'est le Tour Magazine qui aujourd'hui est un magazine mensuel, alors qu'avant il paraissait tous les 2 mois. On a voulu le remettre en format mensuel aussi pour qu'il soit au plus près de l'actualité et que les Tourangeaux puissent y trouver une information la plus près du moment où elle se passe. Parce que c'est vrai que sinon, si on déporte trop, ça perd un peu son sens. Donc on a ce support-là, mais on sait qu'il y a une certaine clientèle, si j'ose dire, pour ces supports-là et qu'il y a des gens qui vont consulter uniquement l'Instagram ou le Facebook de la ville.
Donc on fait en sorte d'avoir la même information, des fois qui va être déclinée de façon plus ou moins ludique, on va le dire comme ça, ou plus ou moins fun, selon le support, mais pour toucher un maximum de tourangeaux. Et puis, un exemple très précis, on va donc accueillir, je crois que vous vouliez en reparler peut-être après, mais on accueillera en mars prochain la cérémonie annuelle de remise des Michelin ici à Tours. C'est une information qu'on va donner sur différents supports pour que tout le monde puisse se l'approprier et que tout le monde puisse se préparer de la même façon qu'on l'a fait pour l'accueil de l'équipe d'Irlande sur la Coupe du Monde de rugby, sur des événements forts, impactants, et là en l'occurrence qui parlent de gastronomie. On veut que l'ensemble des Tourangeaux et Tourangelles puissent se l'approprier et se dire comment est-ce que je vais pouvoir aussi participer à cet événement qui va faire rayonner mon territoire. Mais nous, on a envie que les Tourangeaux et Tourangelles, ils y aient un gain aussi direct, pas que leur territoire, mais eux, en tant que tels, ils puissent avoir une expérience particulière à ce moment-là. Alors c'est vrai que nous en avions parlé, 18 mars, donc l'année prochaine, la cérémonie Michelin à Tours, et j'ai pu après le redécouvrir sur le compte Instagram de la ville de Tours. Donc c'est vrai que c'est annoncé. J'en profite au passage pour dire que la ville cité internationale de la gastronomie de Tours célèbre aussi les autres cités, et donc il y a cet aspect fédérateur autour de ce grand événement. Donc et le fait est que sur Instagram, je crois que le post suivant était sur la politique de la ville en matière d'accès et d'emprunt d'instruments de musique dans la bibliothèque, et clairement orienté vers un public jeune. Peut-être que c'est le média qui fait certes le message, mais qui est aussi destiné à un public plus friand d'Instagram, comme on l'avait dit, plus ludique. On reviendra sur les réseaux sociaux, effectivement. Philippe Massol, vous disiez que donc au début, et quelle belle aventure, j'imagine, pour le ou la stagiaire qui était chargée de la communication à vos côtés pour le lancement de la Cité du Vin. On en a parlé, je crois que vous êtes passé après par externaliser les services pour finalement les remettre en interne. Donc cette relation aux médias, elle a été confiée en partie, ou en communication en tout cas, à une agence, puis après, et maintenant, aujourd'hui, c'est un service. Parlez-nous un peu de ce service en termes de combien de personnes et quel support. Vous m'entendez ou pas? Pas sûr. Ouais, en fait, c'est vrai qu'au début, on s'est dit que ça allait être compliqué parce que on avait un peu, alors nous pour vous donner un peu un ordre d'idée, la Cité du Vin de Bordeaux, c'est 10 à 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a un budget communication qui est de l'ordre de 600 000 euros. Donc c'est bien par rapport à une petite structure, c'est tout petit par rapport à une structure de taille moyenne, et quand on a, comme c'est le cas à la Cité du Vin à Bordeaux, environ 180 pays qui viennent nous visiter tous les ans, c'est sûr que la communication, il faut faire des choix. Et notamment, on a fait un choix très clair qui était de considérer que, d'ailleurs c'est le cas, 50% de nos visiteurs décident de venir à la Cité du Vin une fois qu'ils sont à Bordeaux. Donc c'est sûr que la communication, on l'a fait vraiment très centrée sur la métropole, et ensuite ce sont les relations presse qui font le job. Donc au début on ne savait pas, on a pris une agence, et puis on s'est rendu compte que tous les ans on accueille entre 500 et 800 journalistes, qu'en fin de compte, une agence, c'était pas possible parce que ça allait nous coûter beaucoup trop cher. Et donc, on s'est dit, on va essayer de l'internaliser. Et on s'est rendu compte qu'on était extrêmement efficace parce qu'on a recruté des gens, des professionnels, et qu'ils étaient disponibles effectivement beaucoup plus qu'une agence. Alors, il n'y a pas une bonne manière, une mauvaise manière. Nous, on l'a fait comme ça parce que effectivement, on a un besoin qui est quasiment quotidien. Et on est très content d'avoir fait le changement de la même manière qu'au début on avait une agence de communication et qu'on avait besoin de tellement de petits supports qu'on est arrivé à des budgets qui étaient trop importants, et donc on a également décidé d'analyser cette logique-là. Donc on est content aujourd'hui du résultat, mais encore une fois, c'est notre position, on pourrait très bien en changer s'il y avait besoin ou dans un contexte différent. Juste pour terminer, néanmoins, après 7 ans d'ouverture, le plus grand et le plus important média qu'on a, c'est nos visiteurs. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, quand on interroge quelqu'un qui vient pour la première fois, 50% de ceux qui nous répondent nous disent c'est le bouche à oreille. Donc aujourd'hui, il est clair que c'est ça. Et ça veut dire qu'on met
beaucoup de nos moyens sur l'amélioration de notre satisfaction des visiteurs, parce que c'est vraiment l'élément le plus important pour nous aujourd'hui pour stabiliser et développer des clientèles nouvelles. En effet, le budget peut-être de communication de la Cité du Vin de Bordeaux fait rêver ou pas du tout à Rochefort? Alors, en fait, je trouve ça bien peu. Nous, on a un budget, mais bon, c'est lié au fait que notre cœur de métier est aussi la promotion. Mais sur un budget global de 2,3 millions, nous, on a 250 000 € de com, plus 100 000 € en lien avec un site touristique que nous gérons sur l'Arsenal des Mers. Bon, pour connaître aussi des budgets de com de grandes villes ou de métropoles. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup en volume, mais c'est pas tant que ça, eu égard au chiffre d'affaires généré par la Cité. Et on est d'accord, dans budget com, on intègre des relations presse? Oui, bien sûr. Ou pas? Alors, nous, on fonctionne avec une agence de presse, mais aussi beaucoup de demandes entrantes. Évidemment, le littoral est très, très attractif. Donc, par la région, via le comité régional du tourisme et nos agences du tourisme qui ont fusionné les Charentes et les Charentes-Maritimes, donc Charente Tourisme, un seul organisme pour 2 départements. On a énormément de demandes entrantes, et notamment toutes les demandes entrantes de journalistes étrangers transitent généralement par la région et le département, puisque nous, compte tenu de notre budget qui effectivement a des limites, on ne souhaite pas, sauf opportunité, aller recruter des nouveaux visiteurs sur les marchés étrangers. Donc lorsque l'Hermione, qui est actuellement en réparation, mais lorsque l'Hermione sort sur les marchés étrangers, évidemment en tant que port d'attache, nous sommes aux côtés de l'Hermione et on a des choses à valoriser. Si on revient au sujet, effectivement, gastronomie, alors évidemment, hein, on ne peut pas tenir la plume des journalistes, mais bon, nous, on n'a pas de gros sujets puisqu'on n'est pas sur un gros équipement. Notre rôle, en fait, c'est d'amener aux journalistes toute une boîte à outils et les amener vers ce qu'on veut, mais ce sont bien eux qui sont maîtres de leurs écrits ou de leurs reportages. En tout état de cause, nous, notre marketing territorial, c'est vraiment l'authenticité. La gastronomie, en tant que professionnel du tourisme, je la vois un peu sur 2 plans. Soit cela va faire rayonner la notoriété, alors à travers des grands chefs, des grands noms, ce que nous n'avons pas forcément sur le territoire, à part les maisons de cuisine Coutanceau. Voilà. Ou alors, ça va être vraiment le gros plus du quotidien, c'est-à-dire les commerçants et la gastronomie, ça fait partie du quotidien de nos visiteurs, qui peut vraiment les rendre absolument mécontents d'une destination, et dans le cas contraire, leur permettre de passer un bon séjour. Je précise que sur Rochefort, donc nous sommes 6e station thermale de France, et donc nous avons un public de curistes, donc en grande précarité de santé. Ce sont des gens qui séjournent chez nous 3 semaines. Donc c'est pour nous une manne touristique très importante sur l'hébergement, mais également la restauration, les commerces de bouche, les producteurs. Et ce sont des gens qui viennent prendre soin de leur santé et qui viennent se régénérer. Donc nous, le message que l'on porte, tant sur les touristes, je dirais balnéaires, hein, parce que c'est aussi une grande partie de nos visiteurs, c'est venez profiter de ce territoire, qui est un territoire sain, qui est un territoire exceptionnel et qui se mérite. Chez nous, le bling-bling, c'est justement ces moments suspendus et ces petites parenthèses qu'on peut vivre nulle part ailleurs. Parce que oui, effectivement, déguster un plateau d'huîtres dans une cabane à huîtres sur l'île d'Aix au coucher du soleil, c'est quand même assez exceptionnel. Mais voilà, ces curistes qui viennent 3 semaines, on essaye de leur donner toutes les clés pour qu'ils se nourrissent sainement et qu'ils profitent aussi de nos artisans restaurateurs au cours de leur séjour. Très bien, merci. C'est des éclairages. Et pour effectivement, les curistes, non seulement ils se régénèrent, mais je pense qu'ils se restaurent aussi, qu'il y a quelques bons restaurants. Et en préparant cette rencontre, vous m'aviez évoqué aussi la production de petits clips associant producteurs et produits, si je ne me trompe pas. Alors, comment sont-ils faits? À destination de qui? Et comment sont-ils diffusés?
Alors, on a créé une mini-série qui s'appelle Du produit à l'assiette, que vous pouvez trouver sur notre page YouTube. L'idée, c'était effectivement déjà de structurer un ensemble de producteurs. Nous, naturellement, nous avons des produits de la mer, donc on a travaillé avec des pêcheurs locaux, on a travaillé avec des multiliculteurs, des conchiliculteurs, un peu la base, mais on a aussi d'autres productions, des maraîchers, et puis on a des restaurateurs, des transformateurs qui sont très sensibles au circuit court. On a d'ailleurs créé la route des saveurs maritimes, qui est une route qui distingue tant les producteurs que les restaurateurs qui utilisent des produits locaux. Ça tombe sous le sens. Et donc ces vidéos, elles montrent tout simplement comment on peut acheter un produit, le transformer soi-même ou aller le consommer chez un restaurateur et sur le territoire. Donc l'intention de cette mini-série, c'est bien l'ancrage territorial. Et c'est ce que recherchent nos visiteurs absolument. Et pas qu'à Rochefort-Océan, partout en France. Oui, parce que c'est effectivement l'un des enjeux de chacun de ces équipements. Je reviens à la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, et sans faire offense, la couverture presse internationale a été extraordinaire. Et après, maintenant, il faut aussi séduire les plus proches de cette cité, à savoir les Dijonnais et les grands Dijonnais, si je puis dire. Donc ça passe par une activité de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, et comment la presse ou les réseaux sociaux relaient cet objectif. Déjà, on a comme atour, nous, c'est Dijon Magazine, mais c'est vrai que c'est hyper important. Ce magazine-là, Dijon, c'est hyper lu dans la métro. Il y a Dijon Magazine, il y a Dijon Métropole, et c'est vrai qu'on fait des couvertures sur la Cité de la gastronomie, sur pareil, on a Prodige, c'est un programme qui permet de manger local, etc. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment une communication très forte dans ces magazines qui sont donc très attendus par les Dijonnais et les habitants de la métropole. Dijon, c'est 160 000 habitants, la métropole, c'est 250 000 habitants, et c'est très attendu. Deuxièmement, après, il y a bien sûr la couverture des réseaux sociaux par la ville aussi, parce que tout le monde ne lit pas en papier, mais ils aiment bien lire, et ça aussi, les gens le reçoivent, peuvent le recevoir ou le voir sur les réseaux. Après, on a des contrats avec la presse quotidienne régionale qui vient régulièrement, qui ont fait des événements très réguliers, pratiquement un week-end sur deux, il se passe quelque chose à la Cité. Donc les journalistes viennent, la PQR, tout ce qui est aussi médias audio viennent ici. France 3 a une couverture aussi très intéressante. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus pour faire venir les Dijonnais, les Dijonnaises, les habitants de la Côte d'Or, de la Bourgogne. C'est vraiment important pour cela. On travaille aussi à des partenariats avec des villes comme Beaune, qui a monté sa Cité des vins il n'y a pas longtemps, avec le Clos Vougeot, qui est pas loin aussi pour ceux qui connaissent. Donc c'est vrai, il y a un vrai chemin du goût, chemin de la gastronomie. Nous avons, je disais tout à l'heure, les climats de Bourgogne qui ont été labellisés à l'UNESCO. Donc nous faisons aussi, au départ de Dijon, le kilomètre zéro de la route des Grands Crus, qui permet d'aller Marsanais, Gevrey-Chambertin, Nuit-Saint-Georges, le Vougeot, la Romanée-Conti, pour ceux qui connaissent et qui ont eu la chance d'en boire. Tout ça, ça se décline et on communique beaucoup là-dessus. Et les médias, la presse spécialisée nous aide énormément. Ils sont passionnés par le projet. La presse quotidienne, il y a de tout. Il y en a qui sont passionnés, il y en a qui viennent chercher la critique. C'est un peu le rôle aussi. Maintenant, malheureusement, la PQR, des fois, ils veulent faire du chiffre. Donc, il faut trouver le poil à gratter, la chose qui va déranger. Donc, on est toujours en relation avec eux, bien sûr. C'est important parce qu'on est obligé de travailler avec eux. Et c'est important d'avoir un vrai partenariat. Non, ce que je disais, c'est le national. C'est le national qui peut poser parfois problème. Certains peuvent poser problème. Pour d'autres, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la main mise. Je n'ai pas dit qu'il fallait cloisonner, mais des fois, ils sont capables de dire n'importe quoi. Et on ne le voit pas venir, quoi. Donc c'est ça le problème. Mais autrement, ça se passe généralement très bien. Et il y a un vrai sentiment de confiance qui fait. Et quand le produit est bien, on travaille beaucoup de local. 80% des produits qui sont vendus à la Cité sont des produits de Côte d'Or ou de Bourgogne. Donc on est vraiment dans le local.
Alors, restons sur le local. Le journaliste ou la journaliste qui suit les activités de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon est spécialisé gastronomie, spécialisé vin et généraliste. Dans la PQR, par exemple, le journal Le Bien Public, pour ne pas le citer, qui est le local, le gros journal régional, il faut savoir qu'il y a 3 journalistes qui s'occupent de la cité. Il y en a un qui est hyper compétent dans tout ce qui est gastronomie, mais ils se répartissent les tâches. Il y en a un qui est plus sur la culture, sur la partie culturelle. Puis le troisième, il est là pour attaquer. Il est là pour aller chercher, fouiller ce qui ne va pas, éventuellement. Mais il fait ça partout, hein, il n'y a pas que chez nous. Mais c'est vraiment celui qui va aller fouiner pour essayer de trouver quelque chose qui ne va pas, etc. Et voilà, il faut toujours bien s'entendre avec lui, parce que pour essayer de déminer certaines choses qui pourraient sortir qui ne sont pas vraies, c'est toujours lui qui appelle, tiens, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Enfin, il est là pour chercher ce qui ne va pas, mais pas que chez nous, hein, partout. C'est celui, on va dire, je ne sais pas si c'est un journaliste d'investigation, mais en tout cas, il cherche toujours à savoir ce qui se passe, quoi. Et même ce qui ne se passe pas. De la même manière, donc, vous travaillez avec les autres effectivement, villes à proximité. À Bordeaux, il y a un lien aussi avec évidemment l'Office du tourisme, avec la ville, avec acteur extrêmement important, le CIVB, le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Donc il y a des mutualisations de l'information et de... Elle est fondamentale et elle date de l'origine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... nous ne sommes qu'un acteur du territoire qui a contribué effectivement à renforcer un peu, à ajouter, je dirais, un peu de l'attractivité de la destination Bordeaux. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on travaille ensemble, c'est-à-dire que la Cité du Vin, l'Office du tourisme, Gironde Tourisme et le CRT Nouvelle-Aquitaine, chacun de manière différente amène des clientèles, envoie de l'information, etc. Donc c'est jamais redondant, ce sont des ponts qui maintenant fonctionnent extrêmement bien, ça marche dans tous les sens. Et après le CIVB, où là on est plus sur la partie effectivement vin, et avec actuellement une actualité d'ailleurs qui est très compliquée. Mais par contre, ça a le mérite de fonctionner, ça a le mérite de fonctionner du coup à l'international, en national et en local. Et ça, c'est extrêmement agréable et efficace. De la même manière, donc, sur les partenariats avec la presse locale, est-ce que c'est cela que vous utilisez prioritairement pour fidéliser les Bordelais? Parce que là aussi, vous êtes confronté à ce sujet. Le parcours pour qui l'a fait, c'est vrai qu'on a du mal à y revenir. Enfin, moi j'ai plaisir à y revenir, mais pour un Bordelais, on peut comprendre que le parcours permanent a été visité. Il a un coût, par ailleurs. Et vous avez abandonné le principe des expositions temporaires, qui là aussi pouvaient susciter une couverture presse d'un moment, enfin, dans l'absolu, théoriquement peut-être. Oui, quel est le constat? C'était effectivement la raison d'être. Au début, on s'est dit, on fait du permanent. Je vous donne un chiffre parce que je connais bien l'équipement. Par exemple, un parc comme le Futuroscope, qui maintenant est en train de devenir aussi un parc d'attractions. Donc attraction, ça dit sensation. Donc après, ça dit revisite plus. On y revient tous les 5 ans. Donc nous, on était parti du principe qu'on allait revenir à la Cité du Vin tous les 10 ans. Et c'est pour ça qu'on avait prévu un renouvellement important, finalisé en 2016. Il me semble qu'on l'a fait avant pour des raisons de financement. Et donc... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Excusez-moi. Comment les expositions temporaires pouvaient favoriser une couverture presse J'ai reconnecté. Et donc, on s'était dit, effectivement, il faut faire revenir au moins les habitants du grand territoire bordelais. Et on s'est dit, les expositions temporaires peuvent être un bon élément. Alors, ça n'a pas été le cas pendant 6 ans. De manière très claire, c'est-à-dire qu'on est content, on a fait des fréquentations qui allaient de 40 à 65 000 payantes, hein. Donc il n'y a pas de gratuité dans les chiffres que je vous donne, mais dans ces chiffres-là, il y avait 5, 6 000, 7 000 habitants de la métropole bordelaise qui en comptent 750 000. Alors on peut se dire, oui, c'est normal, les gens ne sont pas venus parce que les expositions étaient... pas ceci, pas cela, etc. Sauf que c'est absolument pas les retours qu'on a pu avoir. C'est plus une problématique d'intérêt. Et d'ailleurs, on le voit dans les musées de Bordeaux, mais on les voit dans les musées de beaucoup de villes actuellement. Alors en plus, nous, la Fondation, effectivement, est une structure de droit privé
qui n'est pas subventionné dans son exploitation. Hein. Donc toutes nos recettes sont des recettes propres. Et donc on s'est dit qu'on allait faire une pause sur ce type d'exposition, qu'on allait en chercher une autre parce qu'aujourd'hui on l'a remplacé par un parcours sensoriel de dégustation qui est en fin de compte une sorte d'exposition qui sera également amenée à être revisitée dans 2 ans. Donc ça a effectivement été décevant par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et donc ce qu'on fait également en même temps, c'est qu'on va renforcer, c'était déjà important, mais on va renforcer tous les événements qu'on a à la Cité. Il y en a déjà environ 80, 85 tous les ans. Donc on va les augmenter en 2024 parce que là, effectivement, là par contre, ce sont exclusivement les habitants de la métropole qui viennent, qui se déplacent. Et on arrive à accueillir entre 8 et 10 000 visiteurs. Enfin, on va accueillir entre 8 et 10 000 visiteurs par an avec ces différents événements. Événement d'importance internationale qui va probablement mobiliser les Tourangeaux et un rayonnement qui est celui propre évidemment non seulement au guide mais au Michelin. Là aussi, j'imagine qu'il va y avoir une réflexion particulière de la ville, des acteurs sur l'accueil, la mise en avant de certaines politiques alimentaires, de la stratégie de valorisation de ce jardin de la France qui est ici pour bénéficier un peu du projecteur de la cérémonie des Michelin. Comment tout ça va fonctionner? Et puis, d'une certaine manière, il y a eu un exemple, je crois, précédemment qui était aussi à Strasbourg, peut-être s'inspirer de ce qui a pu être fait ou pas à Strasbourg. Comment vous fonctionnez dans cette perspective? C'est mars, c'est demain. Oui, alors c'est vrai que les Michelin, pour le coup, on est dans une logique quasiment inverse à tout ce qu'on a pu évoquer précédemment, c'est-à-dire que là on est sur beaucoup de monde concentré sur un seul sujet, sur un temps très court, à un seul endroit, et il faut capitaliser au maximum là-dessus, alors que dans nos politiques en général on est plutôt sur comment entretenir dans le temps long l'intérêt pour une structure ou une politique publique, et comment on crée de l'événement régulier autour de ça. Donc là c'est une approche vraiment très différente, et puis il ne faut pas non plus avoir de naïveté. Les Michelin c'est une organisation, c'est entre guillemets un peu un bulldozer avec toute l'affection que j'ai pour eux, mais ils arrivent avec une certaine vision aussi de comment les choses doivent se passer, et nous on est aussi facilitateurs, on n'est pas organisateurs, on est ville accueillante, donc l'enjeu c'est d'accueillir dans les meilleures conditions tous les chefs, tous les journalistes qui vont venir sur le territoire à ce moment-là, et de leur proposer de découvrir le territoire dans toute sa diversité pour ceux que ça intéresse. Donc on sait qu'on aura beaucoup de retombées au niveau international parce qu'on va parler, c'est un peu sur la même logique que le Tour de France d'ailleurs. On sait qu'à un moment, toutes les caméras vont être tournées vers quelques lieux emblématiques de Tours, que ça va faire une carte postale extraordinaire. Donc ça, on sait que ça va marcher. Pour moi, l'objectif, il est double là-dessus sur un événement comme celui-là. C'est, comme je le disais tout à l'heure, comment on fait en sorte que les habitants se l'approprient, c'est-à-dire que ça ne reste pas juste un événement qui est accueilli chez eux, mais qui ne les impacte pas, qui ne les touche pas, et comment on fait en sorte que ça ait aussi des retombées positives pour eux et qu'ils soient fiers de porter cet événement et qu'ils se disent voilà, j'ai pu peut-être échanger avec des chefs, ou j'ai pu participer à une expérience gastronomique avec des chefs à cette occasion-là. Et puis comment on capitalise dans la durée, c'est-à-dire comment on sort juste de l'image carte postale et qu'on fait en sorte que les publics qui auront été touchés peut-être par les photos ou tout ce qu'ils vont avoir entendu pendant que les Michelin sont à Tours vont avoir envie d'y revenir. Comment on fait en sorte que des chefs qui voudraient s'installer et qui ont bien aimé Tours peut-être viennent s'implanter en Touraine. C'est ça l'enjeu pour nous, ville. C'est de dire on offre les meilleures conditions pour pouvoir capitaliser après dans le temps long un événement qui va se concentrer sur un temps très très court et sur lequel nous on va juste faire en sorte d'être la ville la plus accueillante possible à ce moment-là et de faire passer le plus de messages possible. C'est clair que le projecteur pourrait être éblouissant, mais dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que ça se travaille incontestablement en amont. Les grands événements à venir à Dijon ou à Bordeaux ou à Rochefort pour les prochains temps, quels sont-ils ? Alors nous, on a eu la semaine du Japon qui s'est terminée la semaine dernière. On a eu aussi des chefs grecs en résidence
Vous étiez là, Pierre Saner, pour nous les présenter, qui ont fait à chaque fois un événement dans les écoles de Dijon, par exemple. Ils en ont profité. On essaye de mutualiser un peu ces événements. Donc le chef est venu, les 8000 enfants des primaires de Dijon ont mangé un menu grec jeudi de la semaine dernière. Après le vendredi, le samedi, le dimanche, ils sont venus à la Cité. Ils ont présenté des vins grecs, une belle découverte d'ailleurs. Et la semaine prochaine va commencer à arriver, alors ça plaît ou ça plaît pas, mais on a les Miss France qui vont venir à Dijon et qui déambulent dans plusieurs lieux, et notamment elles vont passer plusieurs jours, plusieurs fois en tout cas des journées à la Cité de la Gastronomie. Après le passage le 16 décembre au Zénith de Dijon, si vous verrez Dijon mise en lumière à la Cité de la Gastronomie dans des clips qui vont passer, voilà, en espérant que TF1 se rattrape de ce qu'ils ont fait. Voilà. Sinon, on a plusieurs événements. On a eu, d'ici la fin d'année, il y a le marché de Noël qui va arriver au sein de cette cité. L'année prochaine, on aura pas mal d'événements. On essaye d'avoir des chefs en résidence qui viennent montrer leur savoir-faire, décliner bien sûr dans les écoles, parce que c'est le but, c'est de travailler en partenariat avec tous les services de la ville. Plusieurs événements, donc on sort un programme tous les trimestres. Tous les trimestres, on essaye de créer un programme. Enfin, c'est pas on essaye, on sort un programme. Il y a eu celui donc de octobre, novembre, décembre, et là on travaille l'élaboration de janvier, février, mars, qui va être distribué un peu partout, qui va être distribué dans le magazine de la ville également et de la métropole, sur les réseaux sociaux, avec notre agence de com aussi qui travaille là-dessus. Enfin, on essaye vraiment à chaque fois de créer des événements. C'est important. C'est des lieux pour nous. Et travaille bien sûr en accord avec les médias. Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante, ça faut l'avouer. Les réseaux sociaux de la ville, les réseaux sociaux des partenaires, c'est pour nous quelque chose de primordial. Sur ce sujet, peut-être que vous pourriez organiser un grand congrès des blogueurs. Si tu multiplies les nombres de visiteurs ou d'abonnés de chaque blogueur ou influenceur, je sais que Jean-François Kahn, qui fait partie du comité scientifique, avait évoqué à un moment donné d'organiser le grand congrès des critiques gastronomiques. Si vous arrivez à les réunir tous ensemble dans une même salle. Jean-François est très féru là-dessus. On a fait venir des influenceurs. Pendant une journée, on les avait invités le moment de l'inauguration. Et une vingtaine d'influenceurs reconnus étaient venus, fait le tour et puis après on retranscrit ça sur leur réseau, et c'est vrai que c'est un beau succès. Ça touche un public complètement différent d'autres publics, mais en tout cas c'était important de le faire, et on a cédé à cela aussi. C'est un média, mais peut-être pas du journalisme, effectivement. Un autre débat. Ah oui, tout à fait. Oui. Virginie, on poursuit pour donner envie à tout le monde d'aller effectivement visiter les différents territoires et parler de Rochefort-Océan. Et dire d'autres choses que je n'aurais pas pu vous poser. Eh bien, juste faire un focus sur le rôle de nos habitants au sein de la valorisation de la gastronomie, mais même plus largement au sein des destinations. Voilà, ce sont eux les premiers consommateurs de nos produits, de la restauration, et c'est eux qui en parlent presque le mieux. En tout cas, il existe des réseaux de griteurs. Alors, je sais qu'il y en a à Bordeaux, il y en a à Tours, bientôt à Rochefort. Ces habitants qui accueillent dans le monde entier des visiteurs de manière bénévole. Et quand je travaillais à Tours, effectivement, à l'office de tourisme, on utilisait parfois la parole des habitants pour accompagner les journalistes, parce que les journalistes souhaitaient avoir un discours moins peut-être policé que celui de l'office de tourisme, enfin en tout cas un discours d'authenticité. Donc s'appuyer sur les habitants, former les ambassadeurs, leur faire connaître tout simplement ce qu'on a en place sur nos territoires. Je pense que c'est une grande chance, et notamment effectivement avec l'accueil du guide Michelin, la remise des prix, etc. Ça va être quelque chose de très fort si les habitants se tournent vers cela. Rochefort-Océan, si j'avais un événement peut-être à mettre en lumière, c'est toujours dans la singularité, le festival Sœurs Jumelles au mois de juin, fin juin, qui est porté par Julie Gaillet, un festival autour du son et de l'image, donc qui constitue les deux sœurs jumelles. Évidemment, Sœurs Jumelles intitulée fait écho aux Demoiselles de Rochefort, Rochefort, ville chère à Jacques Demy, et on a en
présence également en fait toute une ingénierie et des artisans, notamment du son, de l'image, du bruitage, du montage à Rochefort. Venez découvrir. C'est un festival sur 5 jours avec des concerts plutôt grand public, mais également des conversations artistiques assez remarquables et totalement inédites. Merci beaucoup. Et la Cité du Vin, est-ce qu'il y a une Cité du Vin de Bordeaux hors les murs? Est-ce qu'il y a des manifestations de cet ordre où vraiment la stratégie c'est de faire venir les gens dans la cité, évidemment? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il peut y avoir des activités qui soient hors les murs? C'est-à-dire qu'une partie du savoir-faire de la Cité de la gastronomie, de la Cité du Vin de Bordeaux se répand dans le reste du territoire bordelais? Alors, ce qu'on fait, ce qu'on va faire de plus en plus, c'est effectivement, il y a beaucoup de visiteurs qui ressortent parce qu'il n'y a pas de mots en disant c'est un musée. Voilà, parce qu'une cité, c'est particulier. Et quand on interroge, notamment les étrangers, c'est Wine Museum. Alors, si on se met dans la registre du musée, on est un musée, mais on n'a pas de collection. Donc c'est pour ça que le mot musée, on l'avait effectivement banni. La collection qu'on a aujourd'hui, nous, pour ceux qui connaissent, ce sont les modules, les attractions qu'on a dans notre parcours permanent. Et donc, on va maintenant, au fur et à mesure de notre renouvellement, garder certains modules qu'on va aller positionner dans d'autres villes, d'autres régions ou d'autres pays de la planète. Ça, c'est une première chose. On l'a déjà fait une fois avec le banquet des hommes illustres qui a été pendant plusieurs mois au musée de l'archéologie de Montréal avec une exposition qui s'appelait À table. Et puis, ça va jusqu'à des choses beaucoup plus importantes puisque depuis 4 ans, on accompagne exactement comme on l'a fait pour la Cité du Vin de Bordeaux, la création de la Cité du Vin de Pékin. Donc voilà, qui ouvrira fin 2024, début 2025. Et on y a fait le même travail. L'objectif est le même, c'est-à-dire acculturer la clientèle chinoise à la civilisation du vin, à la culture du vin. Et puis juste un petit mot pour répondre à nos événements. Donc pour nous, janvier, c'est notre dîner de gala, où chaque année un chef, et là en l'occurrence c'est Alain Plassard qui va venir pour signer un menu avec des vins du monde entier, puisque c'est la particularité de la Cité du Vin. Ensuite, ça va être une exposition dans le hall de la Cité du Vin, qui est un hall assez grand, qui va être consacré à un de nos collaborateurs, qui a, depuis l'ouverture, dessiné de manière assez drôle les relations entre nos visiteurs et nos collaborateurs. Donc on le met en avant, et on met en avant nos visiteurs de manière un peu humoristique. Et puis, événement qui n'a rien à voir avec la gastronomie et le vin, mais qui va également amener un coup de projecteur, ce sera en 2024 le passage de la flamme olympique, qui passera dans Bordeaux et qui passera à la Cité du Vin. Donc on s'y prépare aussi. De belles perspectives. Merci. Pardon, Dijon. Oui, François, tu voulais rajouter quelque chose, pardon. On a la flamme olympique qui va passer aussi à la Cité, mais je voulais y revenir. Ce week-end, j'avais complètement zappé. Je vais inaugurer le mois de Gustave Eiffel, parce que Gustave Eiffel, il est né à Dijon. Et on va célébrer les 100 ans de sa disparition au mois de décembre de cette année. Et nous organisons le mois Gustave Eiffel, sachant que Gustave Eiffel est né à Dijon, à 50 mètres de la cité, sa maison natale, qui n'existe plus, et était à 50 mètres de la cité internationale. Et donc nous allons faire le mois Gustave Eiffel avec des découvertes culinaires, parce que Gustave Eiffel, quand on allait chez lui, j'ai appris ça par son arrière-petite-fille qui vient à Dijon, je la reçois samedi, Gustave Eiffel faisait quelque chose de formidable, c'est quand tu allais chez lui, il te recevait, il coupait le pain, il mettait du beurre, il faisait des copeaux de truffes, et c'était sa façon de recevoir les gens avec du Vougeot. Le Vougeot qui est un vin qui est à côté de Dijon, à 20 km, un grand cru bourguignon, et donc il recevait les gens. Donc nous allons rendre hommage à Gustave Eiffel avec l'absinthe également, parce qu'il était féru d'absinthe. Et donc nous allons faire tout cela ce week-end, et c'est vraiment des moments assez sympathiques. Et bien sûr l'exposition temporaire. Et si on allait au resto, qui va ouvrir le 21 décembre de cette année. Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas programmé leur week-end, il y a suffisamment à en faire à Tours, à Rochefort, à Bordeaux et donc à Dijon avec un spécial Eiffel. Je remercie Alors je vais pas d'abord prendre des questions s'il y en a dans la salle, mais je souhaite quand même remercier nos 4 intervenants en disant merci beaucoup pour cette intervention. Avez-vous sur ces sujets de destination gourmande une question ?
ici, au 3e rang, en face de moi. Un micro arrive. Oui, Monsieur Deseille a parlé de l'invitation d'influenceurs, je crois, à la cité de Dijon. Alors nous avons appris à la table ronde précédente qu'un influenceur qui a 1 million de followers, c'était au minimum un cachet de 5 000 €, donc 10 influenceurs, c'est 50 000 €. Je voulais savoir si ça fait partie du budget de la ville et donc financé par les contribuables de Dijon. Et une question pour Monsieur Massol. Vous avez parlé de la cité du vin à Pékin, je crois, et je voulais savoir si maintenant les propriétaires de grands vignobles chinois ou moyen-orientaux ont droit à des séances d'acculturation de la part de la cité du vin de Bordeaux. Alors pour répondre pour Dijon, si je peux me permettre, alors c'est peut-être les tarifs nouveaux, parce que nous, les tarifs de l'année dernière, ils étaient venus en mai 2022, ça nous a coûté un repas. Donc c'était pas ce prix-là, c'était pas 5 000 € le repas, je peux vous dire, ça a dû coûter peut-être 50 € le repas. Donc ça a été des tarifs bien moindres et avec des retours assez sympathiques d'ailleurs. Et c'était dans la mouvance de l'inauguration, donc c'est vrai, mais en tout cas ça a coûté ça doit être 45 ou 50 € le repas multiplié par une vingtaine de personnes. Donc c'était pas les prix, on n'est même pas au prix indiqué pour une seule personne actuellement dans ces cas-là. Peut-être qu'on a pris les bons, hein, peut-être qu'il y en a des mieux. Hein. Mais en tout cas, ceux qu'on a pris, il y en avait des locaux aussi, hein, parce qu'on a aussi travaillé sur les influenceurs locaux. Donc, non, ce n'était pas du tout ces prix-là. J'ai pris la précaution de dire qu'effectivement, influenceur et journaliste n'étaient pas exactement la même profession, que l'activité d'influenceur est clairement une activité lucrative. Alors, par rapport à votre question sur Bordeaux, la réponse est non, pour une raison assez simple, c'est que il y a eu beaucoup de communication qui a été faite effectivement il y a quelques années sur ces quelques Chinois qui ont acheté des propriétés à Bordeaux. La plupart sont déjà repartis. Voilà, il n'en reste que maintenant que très peu réellement, avec qui on a de très bonnes relations, mais on pense que c'est plus utile dans la mesure où la Chine, pour un grand nombre de régions françaises, va être ou est déjà une destination extrêmement importante d'un point de vue économique pour l'exportation de nos vins qui en France se portent quand même assez mal. C'est plus là-bas effectivement qu'il faut aller porter la bonne parole et puis ouvrir cette immense population au vin et à la culture du vin parce qu'ils en sont encore extrêmement loin. Est-ce que la clientèle chinoise contribue à changer les vins de Bordeaux? Est-ce que le commerce contribue à changer les vins de Bordeaux de façon générale, de toute façon? Les vins, mais je vous laisse répondre. Alors moi je ne pense pas. Je pense que si vous voulez, si les Chinois ont effectivement choisi d'importer des vins de Bordeaux, c'était les vins tels qu'ils étaient, les vins qui leur plaisaient tels qu'ils étaient. Donc aujourd'hui, c'est plus, je dirais, Bordeaux et puis d'autres régions françaises et du monde qui ont amené leur savoir-faire en Chine et qui font que les Chinois qui buvaient extrêmement peu de vin de raisin, ils buvaient des vins de fruits mais peu de vin de raisin, vont maintenant de plus en plus boire ce type de vin. Mais vous savez, juste un exemple, une minute sur le projet qu'on accompagne, qui est maintenant le projet de la ville de Pékin, mais qui avant était le projet d'un privé chinois, francophone, francophile, et qui, depuis 25 ans, dans une district qui s'appelle Fangchan, qui est à 40 km de la place Tiananmen, fait un vin bio, avec effectivement des Français depuis 25 ans, et un vin rouge qui est un des meilleurs vins chinois, qui s'appelle Bolongbao. Donc, je pense que c'est plus dans l'autre sens que les choses se font, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, effectivement, les Chinois viennent faire modifier le goût du vin, comme a pu en son temps, Robert Parker a pu influencer énormément, par contre, le goût de certains vins de Bordeaux. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. C'est à la fois un partage d'expérience et une question. J'ai eu la chance en 2015, dans le cadre de la Cité de la Gastronomie à Tours, d'être missionné pour accompagner 4 blogueuses étrangères pendant 3 jours. Pendant 3 jours, l'idée c'était de leur montrer, de partager avec ces personnes, c'était des femmes, ces femmes, 4 femmes, donc une italienne, une espagnole, 2 espagnoles et une anglaise,
Et donc là, c'était ce qu'on appelle un voyage de presse. Sauf que c'était des blogueuses, c'était pas des journalistes, mais on peut imaginer la même chose, ça aurait pu se faire aussi avec des journalistes. Donc l'idée, c'était de les promener, de leur montrer les différentes facettes de la gastronomie du Val-de-Loire. Donc la question que je voulais poser, c'est est-ce que ce genre d'expérience se pratique encore? Est-ce que c'est dépassé, le voyage de presse? Est-ce que c'est un peu vieux jeu? C'est quelque chose qui n'avait pas coûté très très cher à l'époque. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, alors un peu plus que des repas, parce que là c'était 3 jours, il y avait aussi des billets d'avion, un peu d'hôtel, mais c'était surtout voilà, un accompagnement, leur montrer différentes choses du territoire. Est-ce que ça, c'est un outil que les personnes qui sont là utilisent? Est-ce que la nouvelle équipe de la ville de Tours, effectivement, envisage par exemple ce genre de choses? Est-ce que ça se pratique à Rochefort, à Dijon, à Bordeaux? Sur Rochefort-aux-Sœurs, mais je pense beaucoup, je vais parler au nom des destinations des offices de tourisme, hein. C'est un outil qu'on utilise très très régulièrement parce que, comme tu l'as souligné, on se connaît, c'est assez peu coûteux. Alors effectivement, à une époque, on avait des voyages de presse avec des influenceurs. En tout cas sur notre destination, nous on en revient, non pas par rapport au coût annoncé tout à l'heure, hein, on n'est pas du tout là-dessus, on est effectivement sur la prise en charge de l'hébergement, de la restauration, des entrées dans les musées, les sites, etc. Et généralement c'est partagé entre destinations quand il s'agit d'un circuit, ou bien partagé avec la région ou le département. Néanmoins, nous, l'année dernière, on a reçu, enfin non, il y a 2 ans maintenant, on a reçu des influenceurs espagnols qui avaient été triés sur le volet par notre région. Et donc, on les a emmenés sur l'île d'Aix. Et on a eu un peu un scandale par l'influenceuse qui n'a pas eu le temps de se remaquiller avant de prendre le bac. Pour faire ces prises de vue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'île d'Aix, je pense qu'on n'a pas plus route sur le territoire, hein. Les gens sont quand même très très nature, très authentiques. Donc là c'était vraiment loupé et ça n'avait aucun sens d'accueillir cette personne, voire même peut-être un résultat contre-productif. Mais en tout cas nous c'est au cœur de notre stratégie presse que d'accueillir des journalistes tout au long de l'année. Oui, peut-être pour répondre pour la ville de Tours, alors évidemment, nous, on s'appuie aussi beaucoup sur l'office de tourisme, parce que là, pour moi, ça relève plus de la compétence de l'office de tourisme en termes d'attractivité, notamment au niveau national et international du territoire, et la gastronomie en fait partie, mais on est sur des offres un peu plus globales que juste la gastronomie. On n'a pas l'aura dijonnaise ou bordelaise pour amener juste avec l'image de nos vins, malheureusement, même s'ils sont bien aussi bons. Pour autant, reste la rillette. Pardon ? Reste la rillette. C'était évoqué tout à l'heure. Oui, je ne désespère pas qu'à un moment on arrive à imprimer une autre image d'Épinal que celle de la rillette de Tours, mais ça me va quand même. Non, donc voilà, on s'appuie beaucoup sur l'office de tourisme sur cette dimension relation presse. Je considère que, et ça fait un peu écho à ce que vous avez dit, monsieur, que nous, au titre de la ville, notre priorité, elle est aussi vis-à-vis des habitants, habitantes et du service qu'on doit leur rendre. Donc, on s'appuie sur nos relations avec les médias locaux aussi pour faire passer un certain nombre de choses qui se passent dans la ville et qui participent au quotidien des habitants, habitantes. Donc, chacun a un peu aussi son pôle de responsabilité et son champ de compétences. Et je crois qu'on est efficace si on arrive à mutualiser les compétences de chacun et à bien se coordonner pour attaquer tous les échelons. Mais au titre de la ville, moi, je ne me saisis pas de l'organisation de voyages presse et je pense qu'il y a des opérateurs qui savent très bien le faire sur le territoire. Une question. Là, pas peut-être. Merci. Vous avez évoqué parmi votre travail les dimensions institutionnelles, les dimensions événementielles. Vous venez de parler de l'international et donc y compris l'accompagnement des médias. Je me posais une question parce qu'il finalement on a les dimensions d'image gastronomique, mais aussi celle de la restauration. Et cette image, elle est aussi internationale. Beaucoup de visiteurs étrangers finalement n'ont pas de reproches à faire sur ce que sont les plats,
mais sur ce qui est parfois, il s'est évoqué sur une des dernières questions sur la table ronde précédente, sur la dimension de service. C'est évidemment en dehors de votre travail, puisque ce n'est pas celui de service public, mais est-ce que vous travaillez parfois main dans la main avec les acteurs privés, y compris les dimensions les restaurants, pour le dire clairement, pour l'image qui va être laissée du territoire, à la fois d'une ville, d'une région, d'une agglomération, mais même celle de la France, pas tant pour leur donner des injonctions, mais pour se dire que le souvenir que garde un visiteur étranger, il n'est pas seulement celui de l'assiette, mais celui de ce rapport humain au moment de la dégustation et au moment du temps qu'il a passé sur le territoire et dans le restaurant lui-même. Très bonne question. Et une question, pardon, je me permets de l'ajouter au passage. Dans vos équipes, vous le travaillez aussi en termes internationaux en ayant des contributeurs pour le travailler, y compris en langue anglaise ou autre, ou est-ce que ça vous est difficile et est-ce que c'est limité au niveau français ? La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon va vous répondre. Moi, je le dis à chaque fois. Je remercie Pierre, je remercie la Mission française du patrimoine et culturels alimentaires déjà de m'avoir invité, mais c'est pas ça surtout, enfin le HCA, mais c'est surtout que grâce à la Cité de la gastronomie à Dijon, le niveau de service, le niveau des restaurants a augmenté fortement. Déjà au niveau de la culture du vin, maintenant les serveurs à Dijon, ils connaissent tous c'est quoi le pinot, c'est quoi le chardonnay, c'est quoi la ligotée, c'est quoi le vin jaune. Ils connaissent, ils savent, pas tous, mais il y a une énorme progression qualitative, ça on peut le remercier. On a eu des chefs étoilés qui sont arrivés à Dijon, qui ont perdu leur étoile dans leur ville, enfin qui l'ont abandonnée pour venir la récupérer à Dijon, en disant il y a la cité, ça nous amène de la notoriété, du flux, etc. On vient s'installer. Alors malheureusement, ça dépeuple peut-être des autres zones de Bourgogne-Franche-Comté, mais ils viennent s'installer à Dijon parce qu'ils se disent toute l'année il y a des touristes. Et en termes de service, en termes de qualité, ça a vraiment monté le niveau. Et ça, c'est la cité qui l'a apporté. C'est cette image de Dijon qui a changé. Même nous, ville de Dijon, on a décidé de réimplanter de la vigne. C'est vraiment pour nous, c'est qualitativement. Il faut savoir que du temps des ducs de Bourgogne, il y avait 500 hectares de vignes autour de Dijon. On est redescendu à 5, avec le phylloxéra, avec l'urbanisme. Et là, dans 2030, on sera à plus de 100. On n'ira pas plus haut, on n'arrivera pas à récupérer les 500. Mais qualitativement, c'est vraiment, ça se ressent sur le territoire. Après, sur les langues, etc., de plus en plus de touristes viennent à Dijon. On est à peu près à 4 millions de touristes maintenant à l'année, donc ça monte. On peut encore faire mieux, mais en tout cas, on a retrouvé les chiffres d'avant Covid maintenant. Et beaucoup de touristes étrangers. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare dans un restaurant d'avoir au moins un serveur qui parle anglais. Même si le problème du service, j'en parlais avec Dominique Loiseau, l'épouse de Bernard Loiseau, du regretté Bernard Loiseau, c'est vraiment un problème. Toutes les émissions comme Top Chef, Pâtissier, etc. ont amené les jeunes vers la pâtisserie, vers la cuisine. Mais les métiers de service, c'est compliqué. Donc on y travaille beaucoup à Dijon, on essaye de développer ça. Il y a une grande école qui va venir s'installer l'année prochaine, notamment sur les services autour de la restauration. Mais c'est vrai que pour nous, la cité a amené un plus énorme, mais c'est encore à travailler, bien sûr. Oui, moi je voulais juste effectivement rebondir sur votre question pour soulever le problème de l'emploi. Donc sur des territoires littoraux, l'emploi est compliqué dans le domaine de la restauration. Il en est de même dans le domaine de l'hôtellerie. Il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre et de main-d'œuvre formée. Donc les restaurateurs sont en train, en tout cas en Charente-Maritime, de se structurer pour l'emploi et pour la formation des jeunes, puisque en fait, voilà, pour maintenir ne serait-ce que leur plage d'ouverture et soutenir leur modèle économique, il leur faut de la main-d'œuvre. Et c'est souvent une main-d'œuvre moins qualifiée qui s'offre à eux. C'est encore très difficile de dynamiser ce secteur-là. Donc je crois que la formation, elle est très importante. Nous, en tant que destination, on joue un rôle et on travaille en lien sur les clientèles internationales avec les régions qui souvent travaillent sur proposent des vins-mécom à destination de tous les personnel accueillant pour expliquer comment on reçoit un visiteur chinois et on ne le reçoit pas forcément de la même façon qu'un visiteur américain ou un français. Donc il y a effectivement des collectivités qui se posent cette question-là, mais la réalité est assez difficile actuellement sur le marché de l'emploi en restauration.
Si je peux me permettre, c'est un peu comme la reconnaissance du repas gastronomique des Français à l'UNESCO, ça nous honore et ça nous oblige. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que l'on clôture cette première partie des 19e rencontres François Rabelais? Merci à vous toutes et vous tous. Merci aux équipes qui ont organisé ça. Et à cet après-midi. Merci.